À la recherche de réconfort, de protection et d'amour, l'adolescente Tanya Nicole Cash a fini par être trompée par les promesses séduisantes d'une personne qui se disait amie, un homme de 38 ans qui a semé dans son esprit la promesse d'une nouvelle vie. La jeune fille pensait qu'elle fuyait les problèmes familiaux, mais elle ne s'est pas rendue compte qu'elle entrait par la porte d'une maison qui deviendrait sa propre prison. Se nourrissant très mal et faisant ses besoins dans un seau. Tani a passé des années de sa vie enfermée dans une pièce jusqu'à ce qu'elle parvienne à s'échapper et à mettre son ravisseur derrière les barreaux. Aujourd'hui, vous découvrirez l'affaire de Tanya Nicole Cash. Tanya Nicole Cash est née le 14 octobre 1981 en Pennsylvanie, aux États-Unis. Elle vivait avec son père, Geraldo Cash, plus connu simplement sous le nom de Jerry, qui travaillait comme boucher, et Sherry Cohen-Key, qui travaillait à temps partiel comme employée chez McDonald's. Le début de son enfance a apparemment été paisible. Elle était décrite comme une fille joyeuse, très attachée à sa mère, mais selon les propres récits de Tanya Nicole Cash, son développement social a été marqué par la négligence parentale. Lorsqu'elle avait environ 4 ans et qu'elle était uniquement sous la garde de Jerry, un homme adulte s'est approché d'elle alors qu'il était distrait en jouant à une machine à sous. Cet homme a offert des bonbons, Tani a accepté et, alors qu'il s'éloignait déjà en l'emmenant avec lui, Jerry s'est rendu compte qu'il avait perdu sa fille de vue. Heureusement, elle n'était pas très loin et, lorsqu'elle a entendu son père l'appeler, Tani a lâché la main de l'inconnu et est retournée en courant vers son père. Au fil des ans, Tanya Nicole Cash a eu un problème de santé. Dans toutes les sources consultées, il n'est pas précisé de quel problème il s'agit. Mais ce problème lui a fait perdre son emploi et, par conséquent, sa femme est devenue la principale pourvoyeuse financière du foyer. En plus de cela, elle a aussi dû assumer une plus grande part des soins pour Tanya, car Jerry a cessé d'aider beaucoup dans les tâches ménagères. On pense que, à cause de l'excès de responsabilité, Jerry a développé certains problèmes psychologiques, comme l'anxiété. Ou simplement dire des choses incohérentes, agir avec agressivité de temps en temps ou s'endetter. Et tout cela a fini par entraîner, de la part du couple, de la négligence, y compris dans l'entretien de la maison. Dans cette situation, le couple a fini par divorcer en 89, et comme Sherry n'était pas en état psychologique de s'occuper de leur fille, qui avait alors 8 ans, Jerry a engagé une bataille judiciaire pour la garde de Tanya. Le processus aurait pu ne pas être simple, mais les témoignages que Tanya elle-même a donnés à la psychologue ont beaucoup aidé Jerry à obtenir ce qu'il voulait. Tanya Nicole Cash a raconté que Sherry était passée progressivement d'une mère affectueuse à une mère agressive, qui était même allée jusqu'à lui cogner la tête contre le mur et la menacer de punition en pointant un couteau de cuisine. Jerry a donc non seulement obtenu le droit de garde de sa fille, mais il a aussi réussi à faire interner Sherry dans une clinique psychiatrique. Ensuite, Jerry a commencé une relation avec une femme nommée Joanne. Elle était également divorcée, avait un fils de 7 ans à l'époque, et pour partager les dépenses, ils ont emménagé chez elle. Mais ce que Tanya pensait être un nouveau départ s'est en réalité transformé en cauchemar. Elle ne pouvait presque rien faire. Elle ne pouvait pas inviter ses amis chez elle, elle ne pouvait pas utiliser le téléphone et n'avait même pas un minimum d'intimité dans sa propre chambre. Pourquoi ? Parce que la belle-mère avait enlevé la porte de la pièce pour qu'elle soit de plus en plus exposée et mal à l'aise. Joanne a fini par exclure sa belle-fille des sorties familiales, la laissant enfermée à la maison jusqu'au retour de tous. Jerry, qui tenait tant à la garde de sa fille, se dérobait maintenant à ses responsabilités de père, mais il semblait qu'il laissait cette tâche à sa petite amie, et, en même temps, n'intervenait pas dans ce qu'elle faisait ou décidait. Tout cela faisait que Tanya Nicole Cash n'était plus la fille joyeuse et calme que beaucoup décrivaient auparavant. À 13 ans, alors qu'elle étudiait déjà à l'école Cornell, elle était devenue une préadolescente introvertie, silencieuse, et avait commencé à changer ses habitudes. Elle s'est mise à se battre, à manquer les cours, à fréquenter de mauvaises de compagnie, à boire. À 14 ans, alors qu'elle était en 4e, Tanya Nicole Cash a commencé à travailler comme baby-sitter pour l'enfant d'un couple qui vivait près de chez elle. Elle voulait s'éloigner d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que pour une petite partie de sa journée, de cette vie turbulente et en même temps affirmer son indépendance,
mais même là, la jeune fille n'a pas réussi à trouver la paix. Le père de l'enfant dont elle s'occupait a commencé à être abusif et à la harceler. Elle a raconté à son père ce qui se passait, et cette fois, Jerry a décidé d'agir pour défendre sa fille. Il s'est rendu sur place, s'est disputé avec l'homme, a appelé la police et a interdit à sa fille de continuer à travailler là-bas. Mais bien qu'il ait informé les autorités de ce qui s'était passé, l'ancien patron n'a subi aucune sanction de la justice. Et c'est au milieu de cette période de vie fragile et troublée qu'elle s'est rapprochée d'une personne, en l'occurrence, c'est cette personne qui s'est rapprochée d'elle. Tanya Nicole Cash a commencé à se lier d'amitié, si on peut appeler cela une amitié, avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, nommé Thomas John Rose, l'agent de sécurité de l'école, qui avait rien de plus, rien de moins que 38 ans. Thomas était considéré comme un employé exemplaire, charismatique, intelligent et très jovial. Les élèves et les employés appréciaient tellement le gardien qu'ils célébraient un jour de l'année en son honneur. Il avait déjà été marié à une femme appelée Deborah et avait un fils nommé Justin, qui avait à l'époque 12 ans. Après la séparation, il a obtenu la garde du garçon et est retourné vivre chez ses parents. Étant une personne de confiance à l'école, Thomas avait accès à plusieurs départements, dont l'un était la salle des dossiers des élèves. C'est là qu'il a eu accès aux informations de la psychopédagogue de Tanya. Et ainsi, en élaborant un plan psychologique, il a tout fait pour se rapprocher de la jeune fille. Tanya Nicole Cash, qui, comme je l'ai dit, traversait une période très vulnérable de sa vie, s'est laissée emporter par la prétendue bonne volonté de Thomas à l'écouter, à lui montrer du soutien, à la faire sourire, et elle a alors commencé à ressentir quelque chose de différent pour lui. Elle a commencé à écrire des lettres et à manquer des cours pour rester discuter avec celui qu'elle pensait être son meilleur ami. Ces rencontres avaient leur lieu dans l'école même, dans des endroits peu fréquentés qu'il connaissait très bien, comme les salles de stockage ou les débarras sous les escaliers. Le fait qu'une fille de 14 ans passe beaucoup de temps avec un employé de l'école de presque 40 ans a commencé à attirer l'attention, mais lorsqu'il a été interrogé à ce sujet par la direction de l'école, Thomas a affirmé qu'il aidait simplement Tanya Nicole Cash à traverser une période difficile de sa vie, qu'il n'avait aucune intention déplacée envers elle et qu'il avait beaucoup de peine de voir une fille détruite de l'intérieur, seule dans les couloirs de l'école. Étrangement, la direction a accepté ce discours, n'a pris aucune autre mesure pour vérifier la véracité de ce qu'il disait, et s'est contenté de lui demander de ne plus s'approcher de l'élève, ce qu'il n'a évidemment pas fait. Il a simplement commencé à faire plus attention pour ne pas être vu avec elle. En 1995, Sherry avait été libérée de la clinique de réhabilitation et elle se reconstruisait petit à petit. Tanya Nicole Cash a commencé à vouloir voir sa mère et Jerry limitait les visites que sa fille pouvait faire, mais la petite sortait souvent de la maison, parfois en cachette, pour passer plus de temps avec elle. Parfois, Tanya Nicole Cash mettait du temps à rentrer à la maison et Jerry voulait encore envenimer cette histoire de famille. Il appelait toujours la police pour chercher la petite. Et avec le temps, la police a compris que ces fugues n'étaient qu'un problème familial. Il ne pouvait pas faire grand-chose, d'autant plus que ce n'était pas la mère qui enlevait sa fille, c'était la fille elle-même qui allait là-bas pour rester avec elle. Alors la police a commencé à prendre plus de temps pour répondre aux appels de Jerry. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que Sherry fasse comprendre à sa fille qu'elle ne pouvait plus continuer à faire ses visites, qu'elle était dans une nouvelle relation, que le jeune homme allait bientôt vivre avec elle et qu'il n'aimait pas les enfants. Cela a encore plus bouleversé Tanya Nicole Cash. En janvier 1996, un jour où les parents de Thomas John Hawes n'étaient pas à la maison, seulement son fils Justin, il a invité Tanya à regarder la télévision avec lui. Elle a accepté et c'est à cette occasion qu'ils ont eu leur premier rapport sexuel. Tanya a dormi chez Thomas John Hawes, qui avait déjà manipulé son fils pour qu'il ne dise rien à ses grands-parents. Et le 10 février, elle est retournée chez lui, mais cette fois pour de bon, car ils avaient en décidé qu'elle allait y vivre cachée. En plus de tout ce qui n'allait déjà pas dans cette histoire, le fait qu'elle soit mineure, qu'il ait presque 3 fois son âge, et que la jeune fille fuyait maintenant la maison et abandonnait l'école, il y avait aussi le fait que Thomas John Hawes partageait la maison avec ses parents et son fils. La maison n'était pas grande, et la chambre où il dormait se trouvait à l'étage. Alors comment cela aurait-il pu fonctionner ? Apparemment non, mais il a réussi.
Elle a tout abandonné pour vivre dans ce qu'elle pensait être un foyer protecteur. Tanya Nicole Cash a vécu dans cette maison non seulement pendant des mois, mais pendant des années, de longues années. Sans qu'elle ne s'en rende compte, dans son esprit de jeune fille de 14 ans, cette situation faisait d'elle, en réalité, une victime d'enlèvement et de séquestration. Au début de cette nouvelle vie de Tanya, Thomas ne pouvait pas laisser ses parents découvrir qu'il gardait une adolescente à la maison. Alors la jeune fille s'est retrouvée à vivre des situations vraiment compliquées. Et les amis, ce que je vais raconter maintenant semble incroyable, mais croyez-le ou non, c'est vraiment arrivé. Comme elle ne pouvait pas être découverte en train de vivre dans la maison, la première chose qu'il a faite a été de forcer son fils à ne rien dire à ses grands-parents, ni même à qui que ce soit dans la rue. Et oui les amis, c'est vraiment très étrange. Le garçon n'a jamais révélé à personne pendant des années qu'il y avait une autre adolescente qui vivait dans la maison avec lui. Quoi qu'il en soit, c'est bien ce qui s'est passé et à la fin je vous raconterai ce qui lui est arrivé pour avoir été complice dans cette affaire. Thomas John Hawes a même posé de la moquette dans la chambre pour étouffer le bruit des pas de la jeune fille afin que ses parents en dessous ne remarquent pas sa présence. Elle ne se nourrissait que de ce qu'il lui apportait, qui la plupart du temps étaient des encas comme des sandwichs au beurre de cacahuètes et à la confiture. Parfois des fruits et très souvent des sodas. À cause de cela, elle a développé des troubles alimentaires et a beaucoup maigri, pesant à peine un peu plus de 40 kilos. Ses vêtements, qui ne pouvaient ne pas être lavés dans les espaces communs, étaient lavés pendant la douche lors des rares occasions où Thomas l'emmenait en pleine nuit dans la minuscule salle de bain du sous-sol pour qu'elle puisse faire sa toilette. Et croyez-le ou non, utiliser les toilettes seules était pratiquement interdit. Tanya était parfois obligée de faire ses besoins dans des sacs en plastique à l'intérieur d'un seau avec un couvercle que Thomas laissait dans la chambre même. Sachant que la jeune fille ne supporterait probablement pas cela très longtemps, Thomas John Hawes l'a convaincu que sa famille la considérait comme un fardeau et que personne ne la cherchait. Mais ce n'était pas vrai. Dans les premiers jours de sa disparition, Cash a attendu que la jeune fille rentre à la maison, pensant qu'elle était chez sa mère. Mais cela n'est pas arrivé. Un jour, en contactant Sherry, elle lui a dit qu'elle n'avait pas vu la jeune fille depuis des semaines. Il est donc retourné au commissariat, mais les policiers n'ont pas accordé beaucoup d'importance à l'affaire, car pour eux, Tanya était une adolescente à problème qui cherchait à attirer l'attention et qui rentrerait bientôt à la maison. Cependant, au fil des semaines, les autorités ont compris que la disparition était sérieuse et c'est ainsi qu'elles sont passées à l'action. Mais personne ne sait si c'est par négligence de la police ou simplement par manque de preuves. Mais rien, absolument rien n'a été trouvé comme indice pour retrouver la jeune fille. Des années après la disparition, le visage de Tanya était déjà imprimé sur des cartons de lait, ce qui est courant aux États-Unis. Et à cause de cela, l'affaire a fini par prendre une ampleur nationale. Tanya ne pouvait pas participer aux dates importantes chez Thomas, comme les dîners de Thanksgiving ou de Noël. Elle n'a jamais fêté ni célébré ses anniversaires. Mais il promettait à la jeune fille que tout cela était temporaire, parce que quand elle aurait 18 ans une fois majeure, ils pourraient assumer leur relation beaucoup plus sereinement. Tanya n'avait pas une réelle perception de ce qu'elle vivait. Elle était complètement aveuglée par Thomas. Avec tout ce qu'elle avait déjà vécu en si peu de temps, elle avait fini par se faire l'illusion qu'il était l'homme idéal, qu'il l'aimait et qu'il voulait seulement la protéger. Elle était tellement impliquée qu'elle ne remettait rien en question. Elle ne pensait pas à s'enfuir et, à ses yeux, tous ces sacrifices qu'elle faisait étaient une preuve d'amour pour son petit ami. Malheureusement, elle n'avait aucun discernement pour comprendre que l'homme dont elle pensait être amoureuse était en réalité un pédophile manipulateur. En l'an 2000, 4 ans après être entrée dans cette vie, c'est-à-dire dans sa captivité, Tanya a eu 18 ans et a été autorisée à sortir pour la première fois. Il lui a donné un peu plus de $100 pour qu'elle achète de nouveaux vêtements. Et elle a alors commencé à avoir plus d'espoir qu'il tiendrait sa promesse d'assumer leur relation publiquement, en plus d'aller vivre dans une maison rien que pour eux et de fonder une famille. Quelques jours plus tard, elle a été présentée aux parents de Thomas comme Nikki, sa petite amie, et pouvait désormais être vue dans la maison. Mais malgré leur relation, ses parents ne savaient pas qu'elle vivait là.
La jeune fille me conservait certaines habitudes liées aux restrictions, et il ne la voyait qu'occasionnellement au rez-de-chaussée. Alors elle a ressenti le besoin de plus de liberté, et a demandé à Thomas de la laisser travailler. Il a accepté, mais à une condition, qu'elle garde toujours son faux nom, Nick. Elle a accepté et a trouvé un emploi dans une friperie. Quelques mois plus tard, il a dit à ses parents que Nikki allait venir vivre avec eux, ce qui lui a donné beaucoup plus de liberté dans la maison. Et des années plus tard, en 2006, elle a été invitée à travailler dans une supérette, une sorte d'épicerie de quartier, appelée JJ's Deli Mark. Et comme son nouveau patron, Joe Sparico, voulait l'enregistrer conformément aux lois du travail, il avait besoin de ses papiers. Mais chaque fois qu'il les demandait, Nikki, en fait Tanya, éludait la question. Elle changeait de sujet ou disait qu'elle apporterait les documents bientôt, mais elle ne les apportait jamais. Comme il s'agissait de choses simples, comme une pièce d'identité et un justificatif de domicile, Joe a commencé à trouver étrange cette résistance de Nikki, mais au lieu de la presser, il a commencé à se rapprocher d'elle, à gagner sa confiance, pour essayer de découvrir quelle était la difficulté à fournir ces documents. Et en mars de la même année, la vérité a éclaté. Le 21 de ce mois-là, elle a dit que son nom était Tanya. Elle a parlé de sa fugue à l'âge de 14 ans après n'avoir reçu aucune affection ni amour de la part de ses parents, de la peur de perdre son petit ami. Et que malgré tous les problèmes, Thomas était la seule personne en qui elle avait confiance, car sans lui, elle n'avait nulle part où aller. Tanya a raconté cela uniquement pour expliquer la situation concernant l'absence de documents, pensant que le patron comprendrait son histoire de vie et l'aiderait à rester au travail, d'autant plus que dans sa tête, elle n'était pas une fille recherchée. Puisque Thomas lui avait dit que sa famille l'avait abandonnée. Mais cette confiance qu'elle a eue envers le patron a eu l'effet inverse. Joey s'est rendu compte qu'il était face à une personne qu'il avait vue plusieurs fois dans les journaux télévisés, Tanya Nicole Catch. Il a alors appelé le service des personnes disparues et a raconté toute l'histoire qu'elle lui avait racontée. La police est arrivée sur le lieu de travail, Tanya a été obligée de dire toute la vérité et d'emmener les officiers jusqu'à la maison de Thomas. Il a alors été arrêté et emmené au commissariat. Les parents de Tanya ont été informés qu'elle avait été retrouvée et la jeune fille a été renvoyée chez son père. Thomas a été inculpé pour plusieurs crimes, y compris la soustraction de mineurs, enlèvement, abus physiques, psychologiques et séquestration. Le premier jour du procès, en juin 2007, Thomas a plaidé coupable de toutes les accusations. Mais malgré cela, des témoins devaient être entendus afin que le jury puisse comprendre la gravité de ses actes et décider de la peine à appliquer. Lors de son témoignage, Tanya a révélé beaucoup de choses, notamment le nom d'une nouvelle personne qui a été considérée comme complice dans l'affaire. Judith Sokol, une femme de 59 ans, était responsable de teindre et de couper les cheveux de la fillette de temps en temps. Tanya a affirmé qu'avec le temps, Judith a compris ce qui se passait, mais qu'elle n'a rien fait pour l'aider. En fait, Tanya elle-même ne savait pas à l'époque qu'elle avait besoin d'aide, mais aujourd'hui, elle en a conscience, même si elle a fui la maison dans l'espoir d'un avenir meilleur. Maintenant, elle sait que tout cela faisait partie du plan psychologique de Thomas pour l'emmener dans sa chambre, en lui faisant croire que c'était sa propre décision. Les années passées là-bas n'ont pas été simples. Thomas l'obligeait à avoir des relations avec lui chaque fois qu'il le voulait, souvent dans la cave de la maison et sans faire de bruit. De plus, avec le temps, lorsqu'elle a commencé à se rendre compte que les promesses de son ravisseur n'étaient pas tenues, comme vivre ensemble dans une maison et assumer leur relation au grand jour, il a commencé parfois à la menacer de mort. À la fin de sa déposition, Tanya a lu une lettre à Thomas, la voix nouée et les yeux remplis de larmes. « Je voulais juste savoir pourquoi tu m'as fait ça pendant 10 ans. Pourquoi ? Tu m'as volé mon innocence et tu m'as fait sentir que personne ne m'aimait. J'étais tellement stupide que je croyais que je ne serais rien sans toi. C'est tellement triste de le reconnaître, mais j'étais une marionnette, rien d'autre qu'une marionnette. Tu contrôlais ce que je devais porter. Manger et faire. Mais je ne suis plus cette marionnette dominée. Je suis libre. » À la fin, elle a même déclaré devant la cour
J'étais amoureuse de mon agresseur, sans savoir que toute cette situation était complètement anormale. Thomas, s'étant déclaré coupable, a été condamné à seulement 15 ans de prison, mais sans droit à la libération conditionnelle. Judith a été poursuivie pour son omission lors de l'enlèvement et a reçu une peine de 6 à 24 mois de prison ferme. La durée serait fixée après une révision semestrielle de son comportement en prison, suivie de 4 ans de liberté conditionnelle. Malheureusement, je n'ai pas trouvé la décision finale concernant sa peine de prison ferme, mais on sait qu'aujourd'hui, elle est déjà libre. Thomas a tenté de demander une libération conditionnelle après 5 ans de détention, mais la justice a rejeté sa demande. Il a continué à purger sa peine jusqu'à la fin prévue et il est sorti de prison en février 2022 à l'âge de 64 ans. Une chose que je trouve particulièrement étrange dans cette affaire, c'est Justin, le fils de Thomas, dont l'existence est mentionnée dans pratiquement toutes les sources, mais apparemment il n'a jamais eu à répondre pénalement de quoi que ce soit, même pas en tant que complice. Peut-être parce qu'il était mineur à l'époque. Lorsque Tania est arrivée à la maison, il avait 12 ans et quand elle a atteint la majorité, il n'en avait encore que 16 et à cause de cela, il n'avait peut-être pas le discernement nécessaire pour comprendre le crime qui se déroulait là. On ne comprend pas exactement, mais le fait est qu'il apparaît seulement comme témoin dans l'affaire et que ces 10 années passées dans cette maison, sachant l'existence de Tania depuis le début, sans rien dire à personne, ne lui ont valu aucune sanction pénale. Bien que les retrouvailles de Tania avec son père aient été gratifiantes, la relation avec la famille n'a duré que 5 ans après cela. En octobre 2011, elle a publié un livre intitulé Memoir of a Milk Carton Kid, The Tania Nicole Cash Story, ou Mémoire d'une enfant sur la brique de lait, l'histoire de Tania Nicole Cash. Et cela a bouleversé la relation entre eux parce que ce qu'elle a dit dans ce livre sur son père et sa belle-mère les a beaucoup contrariés. Selon Tania, si Jerry avait vraiment rempli son rôle de père, probablement rien de tout cela ne serait arrivé. Elle l'a encore exposé en disant qu'après leur retrouvailles, lors de plusieurs conversations, il insinuait que la jeune fille savait où elle mettait les pieds, même si elle n'avait que 14 ans. Au fil des années, Tania a suivi beaucoup de séances de thérapie, elle a terminé l'école, fait des études universitaires, s'est mariée en septembre 2018, a eu 2 beaux enfants et, d'ailleurs, l'aîné a des enfants qu'elle considère comme ses propres petits-enfants. Voilà pour le cas d'aujourd'hui. Donnez votre avis en commentaire, laissez un like si vous êtes arrivé ici, abonnez-vous si vous êtes nouveau, et à bientôt pour le prochain cas. À bientôt.